Muy buenos días y bienvenidos al segundo episodio Bonjour et de la serie bienvenue à au deuxième Colombia cherche el épisode centro. de cette Estamos série hablando Colombie cherche sobre le la centre convención et canadiense para las Américas. élections La 2026. conversación de Robledo C'est un plaisir constituye pour moi de vous présenter uno de l'invité los d'aujourd'hui, mayores Jorge retos Enrique democráticos Robledo, al Senado, cofondateur du Parti garantizando la Dignité Engagement salvaguarda et candidat de au la Sénat. soberanía Ensemble avec nous dans cette nacional série, y Sandra Borda, soberana professeure et rechercheuse el de presidente l'Université Iván des Duque Andes, et Kenneth Frankel, Senado. directeur de notre Con esto, Conseil paso la canadien pour les palabra a Amériques. Sandra Et avec para cette que nos présentation, je passe invitados la nos parole à cuenten. Sandra pour commencer la conversation d'aujourd'hui. Gracias, Merci. Marta. Muy buenos días. Merci beaucoup, Martha. Bonjour tout le monde. Merci En d'être este là. segundo Bienvenue. episodio Je de vous esta souhaite la serie, bienvenue hace dans 4 años ce deuxième épisode de cette série. Il y a 4 ans, la Colombie a vu arriver au pouvoir le premier gouvernement de gauche de son histoire récente. Mais au-delà de ces résultats, ce processus électoral a également été le théâtre de la formation d'une force politique qui s'est développée ces dernières années avec des succès et des échecs, ce qu'on l'on appelle le centre politique. À cette époque, le Conseil canadien pour les Amériques a lancé la première saison de cette série consacrée au centre politique en Colombie dans le but d'examiner ces courants de manière large et en dialogue avec des acteurs clés dont les idées sont pertinentes pour la création d'un programme politique et de la plateforme du centre, indépendamment de leur affiliation partisane. Les résultats de cette période, il y a 3 ans, n'ont pas été favorables à ces courants politiques que l'on appelle le centre politique, avec un taux de participation de 55%, le plus élevé des 20 dernières années. Gustavo Petro a obtenu 40% des voix au premier tour, Rodolfo Hernandez 28%, Federico Gutiérrez le 23%, représentant de la centre-droite, et Sergio Fajardo, peut-être le représentant le plus important du centre politique, à peine le 4%. Au Congrès, le Parti historique a obtenu 20 sénateurs et 20 représentants, le Parti conservateur 15 sénateurs et 25 représentants, le Parti libéral 14 sénateurs et 32 représentants, et les centres démocratiques 13 sénateurs et 16 représentants. Les deux listes du centre politique ont obtenu des résultats maigres. La coalition Alliance verte a obtenu 13 sénateurs et 11 représentants, et le nouveau libéralisme a obtenu aucun siège au Sénat et peu à la Chambre. Aujourd'hui, 3 ans plus tard et à l'approche d'un nouveau cycle électoral en Colombie, cette série que nous co-animons, Ken Frankel du Conseil canadien pour les Amériques et moi-même, Sandra Borda, professeure au département de sciences politiques et d'études globales de l'Université des Andes, est dédiée à faire un bilan de l'action politique du centre en tant que force d'opposition, mais aussi à examiner en détail où en sont aujourd'hui ces principaux acteurs politiques et comment ils envisagent l'avenir proche. Tout cela, bien sûr, à travers les voix des hommes et femmes politiques qui composent cette force. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de notre série sur les centres politiques en Colombie, nous avons le plaisir d'accueillir Jorge Enrique Robledo, comme Martha vient de le dire, et fondateur du nouveau parti Dignité et Engagement, ex-sénateur et aujourd'hui candidat au Sénat avec le parti Dignité et Engagement, sénateur, ex-sénateur, peut-être prochain sénateur. C'est un plaisir, Jorge Enrique Robledo, de vous avoir ici. Merci pour avoir accepté cette invitation et bienvenue. Merci beaucoup, Sandra, pour l'hospitalité. Des grosses salutations à Kenneth et Martha, bien sûr, et à tout le monde qui est là avec nous. Bien sûr, merci beaucoup, Jorge Riquet. On va commencer vers l'arrière, vers un bilan de ce qui a été la gestion de ce qu'on appelle les centres politiques. Et je vous invite aussi à parler de ce terme centre politique. Je sais que vous avez pas mal de choses à dire par rapport à cela. Par rapport à notre utilisation du terme, on l'utilise comme économie de langage. Bien sûr, nous savons que la définition est plus ample que ça. Vous êtes libre d'établir un débat là-dessus, mais qu'est-ce que s'est passé à partir de la dernière élection, de la force politique de laquelle vous êtes parti aussi? Quelle évaluation vous avez fait comme exercice indépendant? L'opposition, qu'est-ce qu'elle a fait dans les congrès? Comment est-ce que les choses se sont développées jusqu'à maintenant dans cette force politique à laquelle vous appartenez? Voilà, on peut commencer en disant que
le mot centre en géométrie est parfait. Tout le monde sait ce qui est le centre dans la géométrie. Malheureusement, en politique et en Colombie, c'est un mot qui ne veut pas vraiment dire grand-chose. Je préfère peut-être utiliser une autre idée, une idée qui nous permet de définir pas vraiment vers la géométrie, mais plutôt vers une troisième option à la politique nationale. Et donc, une partie de la force du pétrisme d'un côté et de l'autre côté, les forces qui ont gouverné la Colombie pendant les dernières 100 ans jusqu'au 2022, on peut dire même. C'est quelque chose qui est vraiment important à niveau historique et on peut dire que pour la première fois, au moins dans le 20e siècle, pour la première fois, une personne qui n'a aucune origine politique arrive à être chef d'État. Et voilà, cela est quand même une autre thématique. Et donc, allons parler de ce qui nous définit à nous avec plus de précision. Nous pouvons dire avec une conscience claire que nous ne sommes pas pétristes. J'ai partagé le même parti politique que Petro dans le passé et je peux bien le dire que je ne suis pas pétriste. Quand Petro a représenté complètement le peuple démocratique, j'ai passé ma feuille de renoncement à ces partis aussi. Nous connaissions Gustavo Petro depuis longtemps. Nous savons que nous avons des membres aussi qui le connaissaient depuis longtemps et qui se sont éloignés aussi depuis ce moment-là. Donc, voilà, nous avons quand même des origines différentes. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord par rapport à d'autres cas. Nous n'avons jamais soutenu aucun projet des présidents qui ont gagné les élections antérieures. Donc, Fajardo, par exemple, voilà, ils essayent de classifier les hommes politiques de certaines formes, mais cela est plutôt classifié et représenté par les forces traditionnelles indépendantes de la Colombie. Pour ceux qui ne sont pas colombiens, peut-être ce n'est pas trop facile de comprendre. On peut l'expliquer que nous ne sommes pas amis des mêmes personnes à travers des mêmes personnes. Donc, ça, c'est important dans la politique nationale. Déjà en 1930, on était à ce moment-là et on continue à avoir la même guerre. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire est que cela n'est pas trop important. Ce qui est important est que nous ne sommes pas avec le gouvernement du passé, ni avec l'ambition de ces politiques, ni avec le pacte historique, ni avec Gustavo Petro. C'est vraiment l'idée d'avoir une troisième option, une troisième possibilité. Merci, Jorge Enrique. Donc, nous comprenons déjà un petit peu ce que vous n'êtes pas. Donc, si vous, si nous voulons utiliser vos termes, la troisième option, donc, nous savons ce que vous ne voulez pas et ce que vous n'êtes pas. Maintenant, la question est, quels sont les principes de la troisième option? Qu'est-ce que vous voulez par rapport au programme politique, à l'agenda, etc. Voilà. Voilà, pour cette campagne électorale, nous constituons une coalition. J'espère que nous ne sommes pas en train de créer trop de confusion pour ceux et celles qui sont connectés à cette réunion. Dans ces moments-là, nous sommes une coalition qui s'appelle Maintenant la Colombie, Ahora Colombia. C'est une constituante de trois forces politiques. Nous avons la force du nouveau libéralisme, qui est une force, disons, originelle. Ça fait beaucoup de temps qu'ils sont dans le Parti libéral. Luis Carlos Galán a ouvert cette force, il a été assassiné et ce qui a été créé à partir de cela est cette force-là. L'autre force à mentionner, c'est le Parti Mira qui ont une certaine origine religieuse, mais n'est pas une organisation religieuse, c'est un parti politique. Et donc, on s'est mis d'accord par rapport à ces points-là pour créer une liste. Sergio Fajardo est dans le processus de constituer, de créer, on va dire, nous sommes dans ces processus-là, les programmes que nous allons utiliser pour cette campagne électorale. Dans cette coalition, nous avons une autre candidat, Galán, qui vient du libéralisme aussi. Dans cette coalition, pour le moment, nous sommes d'accord pour
Sénat et pour la Chambre en tant que corporation. On espère qu'avant la fin de l'année, nous allons avoir des accords internes par rapport à cela. Donc, c'est un peu le schéma actuel. Bien sûr, nous avons des points en commun par rapport aux 10 points de l'accord que nous avons signé. Nous avons un point très important pour nous qui entre en lien avec les forces contre lesquelles nous luttons. Aucune tolérance aux corruptions. C'est ça. C'est toujours des accords entre ceux qui gouvernent maintenant et ceux qui ont gouverné dans le passé. Donc, aussi, nous avons un point sur la violence. La violence pour nous est à rejeter complètement. Nous avons mené une vie de non-violence complète et dans ma carrière de plus de 25 ans dans la politique, je n'ai jamais soutenu l'idée de la violence ou de la corruption. Bien sûr, nous accompagnons cette thématique et pour nous, il s'agit d'un point clé. De plus, nous soulignons les conditions de vie des personnes et de la population colombienne et cela constitue des conditions horribles. Nous savons que nous sommes dans une économie capitaliste. Nous sommes pour le développement des forces productives. Il faut faire un effort maintenant, un effort immense pour créer des conditions qui permettent la production, plus de positions de travail, plus de richesses. On veut s'éloigner d'un capitalisme à 7 000 dollars qui ne nous permet pas de développer la production nationale. Sergio Fajardo a été une personne très proche à la thématique de l'éducation. Nous avons été professeurs universitaires pendant longtemps, donc celui-là est un peu la base du programme. Donc, l'origine est vraiment l'indépendance entre ceux qui gouvernent et ceux qui ont gouverné avant. Donc, qui seront les personnes à définir les principes? Je comprends que nous avons des organisations civiles comme Procentrisme qui essayent d'arriver, d'atteindre un consensus, peut-être une compréhension interne qui pourrait aboutir dans un programme du centre. Donc, qui va définir les principes du centre? Voilà, moi, je ne suis pas vraiment amie du mot centre. Voilà, peut-être de la troisième option. On va dire troisième option. Vous avez raison, c'est un peu un terme difficile. Voilà, ces deux points clés que je viens de mentionner, la thématique de la violence et la position anticorruption. Pour nous, c'est une liste des points vraiment essentiels, surtout en Colombie, par exemple, la corruption, la politique, même le pétrisme, qui devrait être contre la corruption, est arrivé au Congrès et a gagné la présidence en vendant l'âme au diable parce qu'ils sont en train de gouverner avec ceux qui ont gouverné avec de la corruption dans le passé. Cela est un point très important. Je connais assez cette thématique de la corruption. J'ai publié pas mal de recherches, des rapports par rapport à cela. Et le point de la politique en Colombie est le suivant. Il y a un pourcentage des votes en Colombie énorme, des votes achetés ou corrompus, des formes dissimulées ou pas. C'est des votes achetés, votes vendus pour les élections. Donc, avec de l'argent volé de l'État, les votes sont volés et donc les élections volées aussi. Et cela met au pouvoir des personnes qui peut-être à la fin de la journée n'étaient pas vraiment votées par la population. Donc, les chefs politiques, les forces traditionnelles, certaines origines politiques font de la politique de cette façon-là. Donc, il est très difficile de changer la tendance parce qu'une partie importante des votes sont des votes qui n'ont pas origine dans les débats politiques populaires.
c'est le résultat des fraudes électorales et des votes vendus et achetés. Donc, ça, c'est mon opinion. En Colombie, enregistré a déjà déclaré dans le passé que les votes en Colombie se volent avant, pendant et après les élections. Ils ont pu déclarer comment les votes étaient bougés d'une forme flagrante depuis envers des endroits différents pour pouvoir changer ces votes. Donc, la Colombie compte avec beaucoup de formes de corruption et cela a comme résultat des élections présidentielles différentes. Donc, les accusations vers Gustavo Petro sont dangereuses déjà, mais nous savons que les élections présidentielles en Colombie montrent des, des montants énormes d'argent perdus dans les élections, peut-être dans la corruption, dans l'achat des votes, et cela est un délit. Donc, aujourd'hui, le président Petro est parti d'un processus au tribunal pénal. Donc, il faut souligner qu'il s'agit vraiment d'une thématique importante, vraiment importante dans les débats. Et Serge Fardeau, quelque chose qu'il peut déclarer, c'est qu'il n'a jamais été parti de ses conduites politiques. Voilà, laissez-moi, Jorge Enrique, vous présenter quelques sujets des débats des derniers jours par rapport à l'idée, par exemple, d'avoir une position anticorruption très claire et de ne pas donc faire partie ou alors marcher de la main des gouvernements antérieurs. La première thématique que j'aimerais aborder est par rapport à votre réaction avec la fondateur du parti, Maria-Luisa Peraquive. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a des inconsistances dans dans le paiement des taxes et elle vient de perdre une guerre légale par rapport à ces paiements des taxes. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela dans la position anticorruption que vous venez de mentionner? Et l'autre sujet que j'aimerais aborder est par rapport aux élections passées. Nous n'avons pas marché de la main des gouvernements antérieurs. Cependant, une des figures principales des élections passées, c'était justement Fernando Cristo, qui a été une personne très liée avec le gouvernement de l'administration Santos. Et nous savons il a été une figure protagoniste de l'administration Petro. Donc, nous voyons aussi des personnes comme des ex-ministres des gouvernements antérieurs. Est-ce euh, ils peuvent pas entrer dans ces partis? Quels sont les critères par rapport à l'adhésion ou pas à ces programmes ou à cette initiative? Et la dernière question est par rapport à quelque chose que Vicky Dabila a mentionné et qui a fait vraiment beaucoup de débats dernièrement, et est le contrat dans la campagne de Sergio Fajardo, d'Anthony Gutiérrez. C'est un Catalan qui a été parti de la campagne de Gustavo Petro. Sergio et vous répétez tout le temps que il n'est pas juste les décisions dans la politique, mais aussi la forme de faire de la politique, et que la forme de faire la politique a une influence directe sur les décisions des choses importantes. Est-ce que ce n'est pas un peu inconsistant vu que la forme de faire politique de Gustavo Petro a été fortement critiquée? Est-ce que ce n'est pas contrastant d'arriver à donner un contrat au même conseiller électoral? Bah voilà, moi je peux dire que pas nécessairement un technicien ou un conseiller électoral pense la même chose qu'au candidat qu'il travaille avec. Donc, cela ne correspond pas vraiment à la réalité de la politique. Donc, c'est vraiment indépendant. Je coïncide si j'ai une voiture qui ne marche pas et je vais à ces mécaniciens-là, ça ne veut pas dire que je coïncide avec ces mécaniciens. Peut-être
La prochaine fois, je vais vers un autre mécanicien. Donc, ce n'est pas vraiment une coïncidence des valeurs entre un assesseur électoral et la personne avec qui il travaille dans cette campagne. Donc, dans la télévision, dans la radio, dans la presse, et la- regarder même comment les yeux de candidats parlent ou pas. Je pense que c'est vraiment trop loin. Maintenant, si demain il est mon conseiller, ça ne veut pas dire qu'il va venir appliquer les choses du candidat précédent à la campagne que je vais faire avec cette personne-là. Donc, la caractéristique de Sergio Fajardo, effectivement, cette indépendance. Fajardo et moi, nous avons voté en blanc en 2018 et en 2022 aussi, mais on n'est pas voté Petro. Tous ceux qui sont, nous tous qui sommes ici ne sommes pas avec Petro. Je ne nous vois pas vraiment dans le même sac du tout, mais voilà, il faut tenir la patience, il faut avoir la patience en Colombie de comprendre ces différences aussi. Si vous marchez dans ces chemins, je ne veux pas aller chercher les photos pour en montrer ces manques d'accord. Donc, je demande à ceux qui parlent toujours des contradictions de faire attention à ça si on parle de ces comparaisons. Et par rapport aux deux autres questions, par rapport au point de Maria Luisa Peraquive et par rapport à la campagne passée, j'essaye juste d'avoir une idée par rapport aux critères d'adhésion. Oui, oui, je comprends tout à fait. Ne vous inquiétez pas. Par rapport à Madame Marie-Elisa, j'ai aucune référence, je la connais pas. Nous n'avons aucun accord politique avec elle, absolument aucun. Donc, s'il y a des accusations, elles doivent se défendre. Voilà, et les autorités pertinentes vont prendre la décision à prendre. Mais voilà, c'est une relation forcée. Voilà, vous avez une vision religieuse et coïncide avec une autre personne dans une vision religieuse aussi. Et donc, si j'ai une relation avec quelqu'un qui a une relation religieuse, ça, c'est toute une construction erronée qui n'a pas de sens. On ne va pas analyser la vie de chacun pour chercher des relations, quoi. Voilà, et je ne dois pas répondre à tous ces types de connexions politiques. Ah oui, et la troisième chose que vous avez mentionnée, nous avons une position élaborée. Vous savez que je viens d'une force super indépendante du pays. Personne ne peut dire quelque chose par rapport à nous. Ça, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je peux pas m'unir dans un moment déterminé à quelqu'un qui a été parti d'une force avec contre qui j'étais antagonique dans le passé, mais cette personne est sortie de cette force-là. Donc, ça ne m'empêche pas de créer une connexion avec cette personne. Donc, si quelqu'un était du Parti libéral ou conservateur, dans ces moments-là, je n'étais pas à faveur de l'adhésion de cette personne. Mais si cette personne s'est retirée de ces partis, n'est plus, ne forme plus partie de ces courants politiques et a changé, ben, on a les droits d'entendre, parce que sinon, on ne pourrait pas être une coalition politique. Si j'ai créé une force de 10 amis et nous sommes tous différents, est-ce qu'alors on va jamais pouvoir prendre un café avec quelqu'un d'autres coalitions ou parler ou développer les opinions? Ça, c'est de l'absurde aussi. En, en Colombie, un peu, le problème est un peu ça. Nous avons toujours un peu d'astuce, un peu de euh, difficulté dans ce type de relations. Si quelqu'un veut s'unir, ben, on analyse, on étudie, on voit où c'était cette personne, pourquoi elles sont sorties du parti précédent. Voilà, on analyse, c'est ça le fait. Ce que je ne fais pas, c'est faire des accords politiques avec quelqu'un qui est encore dans des forces politiques et qui ont créé beaucoup de dégâts à la Colombie du passé. Et non plus avec ceux qui sont au gouvernement maintenant. Voilà. Mais
dans 5 ans, peut-être que nous allons faire un accord avec quelqu'un qui, dans ces moments, on ne peut pas faire un accord, mais dans le futur, peut-être si. Voilà, Jorge Enrique, il y a 3 ans, 2, 3 ans, la troisième option a eu un échec incroyable. Si on parle à niveau électoral, il y a 7 ans aussi. Et maintenant, j'entends les messages du centre anticorruption, pro-éducation, euh, jamais plus les mêmes personnes avec les mêmes personnes, mais ça me ressemble un peu les mêmes messages d'il y a 4 ans, il y a 7 ans. Donc, comment est-ce que cette troisième option va changer? Qu'est-ce qu'ils vont faire différemment cette fois-ci pour s'éloigner des échecs antérieurs? Ben voilà, par rapport à la dernière occasion de la coalition Centre Espoir, nous avons vraiment beaucoup appris. Je pense que nous avons, à ce moment-là, ouvert les portes tellement que nous avons donné la bienvenue à des personnes qui avaient quand même des contradictions. Cela a été une influence négative. Sandra le sait bien, nous bougeons avec prudence. Qui seront là? Qui va être inclus maintenant? Comment nous allons nous présenter? Mais je dirais ça aussi. Moi, je pense que ça n'a pas été ça la raison de l'échec. Cela a été important, bien sûr, mais j'ai une théorie différente. Je crois beaucoup dans comment les êtres humains sont résultats des circonstances. Notre campagne a été extrêmement difficile parce que nous étions contre ceux qui ont gouverné la Colombie pendant 5 ans, bon, avec beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, Gustavo Petro qui venait d'arriver au deuxième tour, qui s'était un peu échappé du groupe, on va dire. Et nous, nous étions la force la plus faible dans cette équation. Et nous avons bien sûr fait une série d'erreurs que j'ai déjà mentionnées. Dans cette nouvelle occasion de l'année prochaine, la situation est différente. Gustavo Petro n'a plus de masque. On sait déjà avec qui il marche, avec qui il ne marche pas. On ne peut pas mentir maintenant. Petro a vendu l'âme au diable. Et c'est une phrase importante parce que nous savons ce que cela veut dire. Petro est entré en relation avec des personnes pour faire la politique qui sont vraiment déplorables, de la pire partie de la politique, mais avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'opinion publique, beaucoup de corruption. Donc, cette fois-ci, nous n'allons pas voir la même situation que, il y a 3 ans par rapport au pétrisme parce que la Colombie a changé et la même chose est en train de se passer à ce qu'on dit les mêmes n'est plus les mêmes avec les mêmes parce que ce qu'ils disent, ce que tout le monde disait avant, c'est que Petro allait arriver et sauver. Et Petro a, a gagné aussi à cause de cette votation de frustration. Une immense majorité des Colombiens ont voté pas vraiment pour Petro, mais contre les gouvernements antérieurs. Donc, les circonstances maintenant vont être vraiment différentes parce que la condition ont varié et ont changé. Et moi, je crois vraiment dans cette thématique des circonstances, de conditions. J'ai vu l'autre jour une petite fille qui donnait les tours au monde entier. Et elle avait vraiment bien commencé, elle naviguait sur l'océan, c'était magnifique, jusqu'au moment où elle est arrivée au milieu de l'océan, il n'y avait plus du vent. Vous voyez, les conditions sont importantes. Voilà, donc si j'ai bien compris, Jorge Enrique, l'échec d'il y a 3, 4 ans, on va dire 3 ans, a été un échec plutôt causé par des manœuvres politiques mal faites et pas vraiment pour les messages. Et maintenant, les circonstances sont plus favorables pour les mêmes messages, j'ai bien compris? Oui, exactement, c'est bien ça.
à la fin de la journée, ni Sergio Fajardo, ni nous faisons des politiques différentes chaque 8 jours. Notre position est toujours la même parce que les problèmes du pays sont encore les mêmes. Gustavo Petro n'a pas corrigé les positions, les problèmes nationaux qu'on avait au début de son mandat. Les problèmes sont toujours les mêmes dans la politique. La raison principale, en fait, je pense que si on n'avait pas fait les erreurs qu'on a fait il y a 3 ans, on aurait quand même perdu. Pourquoi? Parce que les conditions étaient trop adverses. Elles n'étaient pas du tout favorables. C'est comme l'exemple de la fille qui est dans l'océan. Quand il n'y a plus de vent, ben, il faut avoir juste patience. Maintenant, les circonstances sont favorables à notre faveur. Donc, et c'est là, c'est du masochisme aussi. Avant, on s'est lancé dans les mauvaises conditions et on parle même pas du gouvernement avant le gouvernement de 2022, c'était du masochisme, mais là, les conditions sont plus favorables. Oui, Jorge Enrique, je pense que c'est vraiment un grand avantage que vous avez dans ces moments, c'est que par rapport à l'élection passée, à ces moments-là, les gouvernements, il n'y avait pas de clarté par rapport à ce que le nouveau gouvernement allait pouvoir faire. Et maintenant, nous avons la clarté par rapport à ce que les gouvernements passés ont pu ou pas pu faire et ce que le dernier gouvernement n'a pas pu faire non plus. Et cela donne un grand avantage. Mais pour donner suivi au point que Kenneth a mentionné, je continue avec une inquiétude. Jorge Enrique, vous dites que le terme centre, vous n'aimez pas parce qu'il est géométrique et je coïncide avec l'idée que ce n'est pas vraiment bien de considérer les centres juste en proportion des deux points extrêmes à gauche et à droite. Tout ne doit pas être constitué par les extrêmes pour être au centre. Donc, c'est là la motivation. Cependant, une des choses que la gauche sait faire très bien et la droite sait faire très bien aussi, mais aussi les partis dans ces deux espaces, est constituée dans ce que les politologues parlent souvent, qui est des liens neurologiques pour les gens. Donc, on va l'expliquer d'autres formes. Nous ne pouvons pas demander aux citoyens d'avoir un panorama complet de tout parti politique, de tous les éventails politiques de la Colombie. Et c'est pour ça que les directions politiques aident les citoyens à comprendre vers quelle tendance politique ils s'identifient. Donc, c'est facile de dire ou de se demander qu'est-ce qu'une personne de droite ou de gauche pourra dire par rapport à cette thématique. Et cela n'entre pas vraiment dans la scène du centre. Regardez bien, nous parlons par exemple de la lutte contre la corruption, mais si nous disons à quelqu'un, voilà, par rapport à la sécurité, par exemple, une personne sait déjà que par rapport à la sécurité, cela a été un échec énorme dans le gouvernement de gauche, et c'est là aussi parce que la gauche n'a jamais touché à la sécurité. Et de l'autre côté, les citoyens à la droite, et beaucoup de personnes pensent que la droite a fait un bon travail contre l'insécurité et que la droite a un discours clair et défini par rapport à la sécurité. Donc, je me dis que peut-être la troisième option par rapport à la sécurité considérerait l'apparatus de défense de la sécurité de l'État comme un outil qui doit être professionnel et fort sans abandonner toutefois la thématique des droits et des libertés. Mais nous trouvons d'autres thématiques aussi, cependant, où je ne sais pas où la troisième option se place vraiment. Je ne vois pas comment cette troisième option peut se traduire en idéologie claire. Je pense que les citoyens ont du mal à en comprendre ce que réellement, de forme concrète, au niveau des politiques publiques, pourrait dire voter la troisième option. Est-ce qu'il y a du mouvement vers une direction ou une autre? Moi, je me rappelle Alejandro Gaviria, qu'à un moment donné, il a dit être du centre et être un libertaire. Je vous vois dans le centre et je pense que dans le point de vue politique, peut-être que ce n'est pas vraiment ça.
parce que votre discours en matière politique n'est pas vraiment un discours libéral. Donc, où exactement quelqu'un qui veut voter en respectant ses bases, ses valeurs, comment est-ce que ce type de personne peut trouver les centres? Voilà, il ne s'agit pas d'une question facile. On peut avancer par élimination. Si vous regardez les programmes politiques de dignité et engagement que nous avons créés avec Fagardo, nous avons une position à faveur du développement de l'économie qui inclut que les petits, moyens et grands producteurs ont du succès dans leur travail, mais aussi pour les communautés autochtones, les entrepreneurs, les paysans, les agricoles. J'ai passé ma vie entière en défendant le développement de l'économie entrepreneur. Et je vais continuer à soutenir cela parce que la vie me donne raison. Et la même chose avec les paysans. Dans ces moments, nous continuons à parler de la pomme de terre, du cacao, et nous parlons de l'ouverture du marché, et tout cela est contre l'avancement de l'industrie et de la production nationale. Il s'agit quand même de thématiques compliquées, mais voilà, ça c'est dans la liste des choses que Fajardo et le reste de la politique doivent comprendre comment inclure dans leur programme électoral. Nous nous éloignons beaucoup de Gustavo Petro et les mêmes avec les mêmes parce qu'ils disent tout le temps vive les entrepreneurs, mais en même temps, quelqu'un qui a gouverné dans les derniers 100 ans, pourquoi cette économie aime beaucoup les entrepreneurs? Personne n'explique jamais cela, c'est partie de l'astuce. Et bien sûr, cela est une contradiction dans le gouvernement de Gustavo Petro. Je me suis réunie pas mal de temps avec des entrepreneurs, mais j'ai commencé toujours en disant on est là comme entrepreneur, pas en base de corruption. C'est un débat différent, surtout avec ceux et celles qui nous ont rejoints aujourd'hui. Avec un capitalisme de 7 000 $, de 8 000 $, nous allons jamais résoudre aucun des problèmes nationaux. L'humanité rêve avec cette comparaison avec les pays industrialisés et développés, mais si on veut cela faire, il faut faire il faut créer la richesse de la même forme. Et cela implique du travail stable et des conditions de travail dignes. Ou alors, il faut penser à un autre rêve, pas au rêve de comparaison avec des pays industrialisés. Mais voilà, cela est la liste des choses sur lesquelles nous travaillons et qui nous séparent, au moins pour les moments, ou au moins ma personne, aux autres. Les autres ont déjà eu des échecs. Les grands partis ont déjà eu des échecs. À partir du 7 août, tout le monde va avoir eu des échecs. Donc, Sandra, à chaque fois plus, Petro se ressemble au président antérieur et à chaque fois plus, les politiciens pétristes se ressemblent de plus en plus aux politiciens traditionnels. Donc voilà. Parfait. Pour donner un peu de suivi à la question de Sandra, vous savez bien que il y a une façon de dire selon laquelle ceux qui ont beaucoup de priorités n'ont vraiment aucune priorité. Donc, parfois, j'entends les programmes de certains candidats de droite et ce que j'entends est une liste des priorités. Donc, pouvons-nous dire, selon votre interprétation de la situation actuelle, que nous avons peut-être les trois messages les plus importants à souligner pour cette troisième option? OK, donc et la corruption et la violence sont des points essentiels. Sandra, je ne sais pas si vous vous rappelez,
mais il est en train de souligner cela. Mais il faut aussi dire quelque chose d'autre. Les élections, normalement, permettent de se concentrer sur 3, 4 points au total. Docteur, en 45 secondes, parlez-moi de la situation actuelle en Colombie. On sait que nous n'avons pas assez de temps, mais les présidents arrivent et est élu pour faire face à la situation complète. Et donc, les programmes que nous allons créer va avoir beaucoup de points différents. Autre chose, l'emphasis politique. Donc, par rapport aux statistiques, à l'opinion publique, nous mettons à l'avant un élément plutôt qu'un autre. Mais je pense que vraiment, l'important est étudier les personnes, étudier qui a été Fajardo, qui moi, j'ai été tout ce temps-là et analysons ensemble les débats de la vie des hommes politiques, des candidats que nous avons à disposition, parce qu'à la fin de la journée, il faut avoir l'information sous la main. Sergio, comme moi, donne beaucoup d'importance à l'éducation. C'est une thématique fondamentale à l'éducation publique, mais aussi à l'éducation privée. Petro, par exemple, vient de couper les financements à l'accès des universités euh, privées du niveau de la population moins favorable. Et c'est là, je pense que c'est vraiment déplorable. Pourquoi est-ce que la partie de la population plus vulnérable ne doit avoir accès qu'à l'université publique? Je trouve cela complètement erroné. Donc, voilà, les 90% des jeunes dans ces moments appartiennent à au niveau plus bas des populations, à la partie moins favorable de la population. Donc, voilà, il y a toute une nuance en plus par rapport à cette classification économique aussi dans la population du pays. Mais voilà, cela est un processus. Donc, il est important de comprendre qui est candidat et nous savons que jusqu'à maintenant, ceux qui ont gagné ont été des charlatans. Si si cela avait changé, que la Colombie serait un paradis pour le moment, mais ce n'est pas le cas. Gustavo Petro, par exemple, a mis dans son programme les négociations avec les États-Unis. Et pour moi, c'est très important, cela. Et je pense qu'il s'est présenté le 7 août et le 10 août, le principal membre du ministère de Commerce était sorti en disant exactement le contraire. Donc ça, c'est vraiment une fraude. L'importance capitale de l'économie de notre pays, complètement révertir. Ils peuvent changer ce qu'ils ont dit dans les programmes par rapport à ce qu'ils vont faire une fois élus dans 30 secondes et personne ne se rend compte. C'est pour ça que moi, je suis intéressée plutôt dans ce qui est la personne plutôt à ce qu'ils ont fait dans le passé, voilà, ou ce qu'ils ont dans les programmes. Donc là, c'est vraiment analyser la personne. Donc, une partie du problème avant d'entrer dans la question de la politique internationale, j'aimerais peut-être savoir votre opinion par rapport au problème de la faiblesse des partis politiques. Ça, c'est la raison pour laquelle nous devons prêter autant d'attention maintenant au caractère des personnes, parce que le parti politique n'a pas moyen de garantir les succès de l'avancement d'un candidat et du respect de ses programmes. Donc, nous voyons maintenant une liste infinie de candidats à l'élection présidentielle. Je pense que dans l'histoire de l'élection présidentielle, j'avais jamais vu une image autant remplie de candidats. Vraiment, maintenant, n'importe qui peut être candidat présidentiel en regardant cette image-là. Et en pensant à cet aspect des partis, j'aimerais savoir votre opinion par rapport au plan si vous arrivez à la présidence de la gestion du Congrès. Nous avons vu dans le gouvernement de Duque et dans le gouvernement de Petro une chose très similaire. Les deux
gouvernements ont essayé d'entrer dans la relation avec le Congrès avec de la violence. Ils sont entrés en disant cela ne va pas marcher comme ça marchait avant, ça ne va pas aller comme ça, nous allons faire les choses avec l'état des droits et les deux gouvernements ont dû faire marche arrière par rapport à ça et les deux gouvernements ont dû s'abandonner à l'exercice éternel des préventes, des contrats, des négociations sous la table, partiellement parce que aucun de ces gouvernements n'avait la majorité, mais dans une autre partie aussi parce que si quelqu'un veut présenter des réformes de forme institutionnelle dans ces pays, cela est vraiment difficile ou alors impossible, ou au moins ça, c'est ce que les deux gouvernements passés ont montré. Et c'est pour ça, gauche et droite ont essayé de faire une chose différente par rapport au Congrès et aucun a eu du succès. C'est quoi votre plan? Voilà. Et notre plan est de ne pas vendre l'âme au diable. Et ça, c'est important. Petro n'a pas vendu son âme au diable le 7 août. Il a vendu beaucoup avant ça. Donc, Petro, voilà, oh là là, quelle surprise. Il a gagné avec les votes des forces traditionnelles corrompues de ces pays. Je peux, je peux les dire et je peux les démontrer. Et cela est un grand avantage. Je raconte un peu et j'espère ne pas perdre trop de temps, mais je peux parler de Sergio Fajardo, originaire de Medellín. Il aurait pu dédier sa vie au grand business, à la politique de cette région. Professeur de mathématiques, il, il a renoncé à tout cela. Et après beaucoup d'années de professeur de mathématiques, il a compris qu'il devait être maire de Medellín. Il a appelé les amis locaux de Medellín, sa famille, et voir comment il pouvait constituer une nouvelle classe politique de cette région-là. Il a gagné les élections les mains propres, sans des alliés qui ne voulaient pas, en marchant dans les rues de la ville, sans protection et tranquille. Il a gouverné sans la classe politique de Medellín et de l'Antioquie. Et il a été reconnu comme le meilleur maire. J'espère que cela va être une expérience utile pour Sergio à appliquer dans l'avenir. Parce que si on vend l'âme au diable, voilà, donc excusez la parole, mais pourquoi nous allons gagner alors? Quel diable va nous permettre de gagner? On ne va pas vendre l'âme au diable. Ça, c'est la caractéristique de Sergio Fajardo. Si on veut dire quelque chose contre cette personne, on peut dire qu'il est peut-être tiède. Mais Sergio n'est pas vraiment ça. Il a ses convictions, il reste sur ces convictions-là. Donc, Jorge, donc, j'espère que il, il va pouvoir gagner les élections de la même forme qu'il a gagné la mairie de Medellín sans vendre l'âme au diable, sans faire des alliances déplorables, en faisant la politique traditionnelle. Il a gouverné en Medellín, mais sans les forces traditionnelles corrompues. Il a gouverné avec son équipe qui a garanti les choses propres. Bien sûr, et Sandra va vouloir parler des relations internationales, mais j'ai une toute petite question avant cela. Par rapport à l'exemple de Fajardo en Antioquia, je pense que c'est très essentiel de ramener cet exemple. Je comprends ce que vous dites et il faut reconnaître le mérite de cela. Mais il a aussi incroyablement perdu les deux dernières élections à Medellín. Donc, même s'il a fait beaucoup, il a quand même perdu l'Antioquie et la mairie à Medellín. Donc, de quoi Fajardo ou une autre personne du centre a besoin pour gagner contre ceux qui n'ont pas voté pour lui dans les dernières élections de la région. Donc,
Déjà, les conditions ne sont pas faciles, je comprends cela. Il faut parler de l'histoire aussi de cette région. J'insiste sur les conditions. Tout le monde l'a cherché comme candidat présidentiel. Donc, Sergio, à nouveau, quand il a été cherché comme possible candidat à la présidentielle, ben, il a été ferme dans ses valeurs et resté dans la région à ces moments-là. Donc, je pense que la réponse est rester ferme, rester stable dans les valeurs. Aussi, la violence dans la région d'Antioquia a été partie des circonstances. Exactement de la même forme que ça a passé ici, ça peut passer en Antioquia aussi. J'espère que les citoyens là-bas comprennent. Attention avec ce que je vais dire. Ces gouvernements de Petro va vraiment mal terminer, mais nous pouvons avoir des pires précédents dans l'avenir. Parce que si la Colombie continue à ne pas résoudre les problèmes internes, on continuera à avoir un pays où les 30% de la population de Bogota, par exemple, ne peut pas manger 3 fois par jour. Ces pays peuvent empirer beaucoup plus de ce que nous pensons. Ça, c'est une réflexion que je laisse à la population d'Antioquia, mais aussi aux Colombiens. Est-ce qu'on va continuer à répéter les mêmes erreurs avec les mêmes personnes, alliées avec les mêmes personnes et avec un gouvernement comme celui de Petro ou pire? Ou alors, est-ce qu'on va donner un vote différent, la responsabilité à quelqu'un différent, une personne comme Fajardo? C'est une réalité à examiner. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire contre Fajardo? Les problèmes à la base de la politique, et c'est là où je coïncide avec Fajardo, est que la politique doit être faite comme fonctionnaire public, à faveur des fonctionnements publics, pas pour notre intérêt. Ça, c'est la clé. Personne ne peut être un bon homme ou femme politicien ou politicienne, même avec la vocation, si la vocation n'est pas de servir le public. Donc, l'idée est de ne pas se dédier au grand business. Par exemple, mon cas, je n'ai pas dédié ma vie à l'architecture ou à l'université et j'ai travaillé dans ces champs-là, mais à la politique comme serviteur public, pour servir le public. Et c'est très rare que quelqu'un arrive à la politique pour servir au pays au lieu de propre intérêt de la personne. Donc, en Colombie, ce n'est pas vraiment ce cas-là. Donc, nous savons que nous parlons et disons, ah oui, tous ensemble, je peux gagner avec celui-là, je peux gagner avec l'autre, je peux faire un mélange pour pouvoir gagner parce que c'est ça que je veux, mais pas vers le public. Donc, Sergio, ce qui est en train de présenter est quelque chose de différent. Il présente quelque chose de différent et je pense que la Colombie doit vraiment chercher la différence. Je ne veux pas devoir choisir à nouveau entre une gauche et une droite. Et je préfère dire entre les pires et les très mauvais. Voilà, donc le gouvernement de Petro a montré que ça, c'est parti du pire. Et malheureusement, ça, c'est la situation. Ce que Petro a fait a été vendre de la rage pour couvrir les erreurs qu'il a fait. Et ça, c'est un peu la réalité. Ok, Enrique, merci beaucoup. Je vais laisser la question sur la politique internationale pour la prochaine fois. Je sais que vous devez partir avant 11 heures. Donc, en tout cas, ça a été extrêmement intéressant. Donc, merci beaucoup. Nous avançons avec un pas firme en direction de l'identification, si on veut,
Avant tout, Sandra, il faut définir quelque chose, et je termine avec ça, et où ne pas être. Il faut avant tout définir où nous ne voulons pas être, surtout dans la vie, où je ne veux pas être. Parce que on, si nous n'avons pas de clarté sur où nous ne voulons pas être, nous allons faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Bien sûr, chacun peut faire des erreurs, mais déjà identifier où nous ne voulons pas être, c'est là déjà important et essentiel. Voilà, c'est important de souligner cela, je pense. Merci beaucoup. Merci Muchísimas beaucoup, gracias, Jorge Enrique. Merci, Sandra. Merci, Ken, pour cette importante conversation. Merci beaucoup à tout le monde pour être avec nous ici, pour avoir rejoint cette réunion. Nous allons vous tenir au courant par rapport à la prochaine session de cette série. Merci pour nous avoir accompagnés jusqu'à maintenant. Merci, Jorge Enrique, à nouveau, et à la prochaine. Au revoir.